Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Comme vous pouvez voir à l'arrière de moi, c'est une bibliothèque remplie de romans. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir écouter une vidéo avis lecture concernant des romans. Alors j'en fais quelques-unes de temps en temps, effectivement, dans l'année. J'essaye d'en faire au moins une par mois. Parce que si je tarde de trop à les faire, les premiers bouquins, je m'en souviens plus, ce qui est aujourd'hui le cas malheureusement. Je vais vous les représenter quand même parce que j'ai eu quelques cues, donc ça m'a ravivé les souvenirs. Donc je vous présente 10 romans aujourd'hui. Alors il y a un petit peu de tout, il y a du roman policier, il y a du nature writing, il y a un petit peu de tout, il y a de l'horreur, enfin il y a ce genre de choses-là. Et dans les 10 effectivement que j'ai lus, c'est sûr que c'est étalé sur 3 mois. Donc sur avril, mai, juin. Donc c'est un petit peu compliqué de se souvenir de tout. D'autant que je les lis des fois papier, mais souvent plus en liseuse, parce que je lis plus le soir. Quand je les lis papier, ça va beaucoup plus vite, c'est assez marrant. Mais c'est ça, donc on va y aller franco finalement. Avant de démarrer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, toujours la même rengaine effectivement. Notifications, cloche, etc. Si vous voulez voir mes vidéos apparaître dans votre feed, n'est-ce pas, d'actualité YouTube, donc ça pourrait être chouette. Pour ceux effectivement qui préfèrent la BD, normalement c'est la prochaine vidéo, vous aurez un avis lecture logiquement ou autre chose, en tout cas je me souviens plus, mais ça va être un petit peu, ce sera pas aujourd'hui disons. Je vais vous présenter les 10 romans en fait par ordre de préférence à peu près, parce que j'ai quand même je mets toujours une note en fait, dont je vous donnerai pas la teneur, mais je mets toujours une note effectivement après la fin de ma lecture, et heureusement parce que des fois ma mémoire me faisant défaut, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Donc bref, donc on va démarrer tout de suite avec un premier roman que j'ai bien aimé mais sans plus. En fait j'ai été, moi c'est ça, c'était un petit peu, peut-être un roman un petit peu trop fouillis pour moi. C'est Les loups à leur porte de Jérémy Fell, c'est un premier roman. Donc c'est un petit peu noir, c'est un petit peu thriller, c'est un petit peu personnage déjanté, enfin avec des passés très souffrants, etc. Donc j'ai été un petit peu dépassée par les événements. On suit en fait quelques personnages, donc une personne qui sauve un petit garçon d'un feu, et on comprendra plus tard pourquoi. Une femme qui est serveuse dans un restaurant aussi aux États-Unis. Puis on suit aussi un couple en fait, plus en France si je me souviens bien. Puis on se demande en fait, bon alors tous les personnages sont quand même bien étoffés, il y a quand même de la matière effectivement dans chaque personnalité de chacun. Mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, on part à droite, on part à gauche, on vient au milieu, etc. Donc l'écriture est bonne par exemple, enfin, je n'ai rien à dire sur son écriture. Mais c'est plus le fouillis en fait entre tous les personnages, puis des fois les liens qui, on a l'impression que, puis en fait c'est pas ça. Donc oui, moi j'aime bien quand c'est bien, quand le sujet est bien traité, mais des fois quand c'est un petit peu, j'allais dire confus, en fait, c'est ça qui m'a un petit peu perdue malheureusement. Par contre, effectivement, il y a beaucoup en fait d'aspects noirs en fait dans la description de l'action et des histoires des uns et des autres. Puis effectivement, il y a comme des liens qui se font avec les uns avec les autres, donc ça c'est intéressant, mais c'est ça, c'est le côté trop de personnages et trop d'ambiances différentes qui m'ont un petit peu perdue en fait. J'ai essayé aussi une écriture que je connaissais pas du tout, c'est Dolores Redondo en fait. J'ai lu le premier tome de sa trilogie qui s'appelle Le Basse-Temps, et c'est Le Gardien Invisible. Là aussi, ouais, en fait, j'aime le roman policier, mais quand ça tourne toujours autour d'une enquêtrice ou d'un enquêteur un peu fucké avec une histoire à la con et tout ça, à la con, qui peut être effectivement un petit peu souffrante, et qu'il a toujours un écueil, ou elle a toujours un écueil dans sa vie, et que c'est ça, c'est une personnalité un petit peu fracassée qui fait que ça la rend intéressante, mais à un moment donné, c'est un petit peu toujours la même chose en fait. Donc oui, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé l'enquête. On va suivre Amaya Salazar, qui est donc une enquêtrice, qui est quand même une forte femme, qui va être obligée de revenir sur son village de natal, qui s'appelle Elizondo. Et en fait, elle va être confrontée effectivement au meurtre d'une jeune fille. Et le roman va mêler en fait le côté scientifique, bon, évidemment de l'enquête, ce qui est quand même naturel parce que c'est quand même un flic, et un côté un petit peu plus ésotérique, je dirais, enfin, qui mêle effectivement la vie personnelle de cette enquêtrice et les meurtres, quoi. Donc c'est un mélange un petit peu effectivement de tout ça. Donc j'ai trouvé ça, oui, c'est chouette à lire, c'est divertissant, c'est intéressant, c'est quand même haletant. Enfin, le fait qu'il y ait une enquête, effectivement, ça permet que le personnage soit basé sur un truc un petit peu plus concret, je dirais, pour après partir dans des considérations plus personnelles. Mais c'est ça, au bout d'un moment, c'est chouette. Moi, je vais jusqu'au bout parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe, mais je lirai peut-être pas le tome 2 et le tome 3. D'autant que moi, lire une saga, effectivement, avec un inspecteur ou une inspectrice qui est le fil rouge, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc, c'est vraiment franco ce que je vous dis, là. Mais c'est ça. Écriture intéressante. Donc, c'était vraiment le premier roman que je lisais de cette autrice-là. Et oui, personnage quand même assez costaud, enfin, assez solide, avec un historique qui est quand même intéressant.
Mais c'est ça, le fait de mêler les deux, c'est chouette, mais je trouve ça quand même relativement classique. J'ai aussi lu un premier roman c'est un premier roman, mais j'ai découvert que c'est un auteur extrêmement prolifique qui s'appelle Gilles Del Papas, et j'ai lu en fait Sous la peau du monde. J'ai trouvé l'écriture super intéressante, et j'ai trouvé sa façon de d'écrire ses personnages et de mettre ses personnages en scène vraiment attractive. Par contre, il y en avait effectivement encore une fois un roman où c'est quand même assez choral, donc il y a quand même pas mal de gens qui se croisent et se décroisent. Et en fait, on va suivre principalement deux personnages, donc un personnage qui est qui parle au jeu, si je me souviens bien, et qu'on va suivre tout au long du roman, et qui est très très mystérieux au départ. On ne sait pas trop quel objectif il a, où est-ce qu'il veut aller. On comprend qu'il a un objectif extrêmement précis et une action qu'il veut avoir, et il met son dévolu en fait sur une femme qui va l'aider à avancer dans son objectif. Une femme qui va conquérir, parce qu'il n'y a pas forcément de lien sexuel ou amoureux là-dedans, mais une espèce de complicité extrêmement implicite qui va les mener en fait tout au long de ce que veut le gars en fait. Donc j'ai trouvé son écriture super intéressante, le fait que ce soit par les yeux du type dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut, j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, ça devenait un peu trop... comment je dirais, le mystère restait trop avec un petit poup, ah, ça y est, on comprend un petit truc, on avance un peu plus, hop, on connaît un petit truc, donc chouette, mais il y avait beaucoup de mystère tout au long comme quasiment la première moitié du roman, puis à un moment donné, effectivement, ça se déroule de façon plus claire. Donc oui et non pour moi, parce que même si les personnages sont super intéressants, notamment la fille, parce que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'elle adhérait complètement au projet de ce gars-là, pourquoi est-ce qu'elle le suivait effectivement quasiment les yeux fermés. On comprend à un moment donné un petit peu, je pense, mais c'est même pas la vraie raison en fait, qu'il y a peut-être une idée d'argent là derrière, parce que le but de ce type-là est quand même de faire quelque chose de complètement loufoque, enfin de complètement en dehors des clous, quoi. On voit en fait tout le background des personnages, peut-être un peu moins de la fille, mais beaucoup du gars, et ça s'en mêle et ça s'entrecroise effectivement dans une action qui avance jusqu'au dénouement final, effectivement. J'ai été happée quand même par le style de l'auteur, la façon qu'il a d'avancer et de décrire l'action. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, je trouve. Alors, je pense que c'est traduit quand même. Ça fait pas tant de pages que ça, parce que c'est 215 pages à peu près. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'essaierai probablement d'en relire, même si ce roman-là m'a pas tant hypé que ça. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, sa façon d'avancer dans ses descriptifs de personnages, de situations qui croisent, pourquoi, le comment, etc. Et l'évolution, effectivement, de tout ça au fur et à mesure des pages qu'on lit, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. Ensuite, j'avais commencé à le lire il y a peut-être 1 an ou 2, puis je m'étais arrêtée en cours de route, erreur fatale, parce que dans ces cas-là, on ne reprend pas. Donc je l'ai repris, en fait, j'ai repris dès le départ. C'est quand même 620 pages, c'est un roman d'horreur cette fois-ci, et c'est Joe Hill, donc le fils de Stephen King, qui a écrit Nosferatu, donc 2. Bien aimé, mais mon Dieu, 612 pages au secours, ça aurait mérité 200 ou 300 pages de moins, je trouve. Le début est super intéressant, et en fait on suit un univers qui est entre l'horreur et le fantastique, parce qu'on va suivre une personne qui traverse un tunnel, comme un espèce de pont couvert, et qui passe dans un autre univers en fait. Donc cette personne-là connaît son univers réel, et elle connaît aussi l'univers complètement fantasmagorique qui est complètement de l'autre côté, alors évidemment qui est un petit peu à la Stephen King, donc à la Joe Hill maintenant, mais qui est rempli de noirceur et de personnages fuckés et de mystères et d'étrangetés et de choses pas logiques, etc. Donc c'est vraiment les deux mondes qui s'entrechoquent souvent, et j'ai trouvé qu'en 612 pages c'était extrêmement redondant. Donc ça, à un moment donné, je l'ai fini parce que je voulais quand même savoir le fin mot de l'histoire. Il y a des descriptifs à n'en plus finir, un peu à la Stephen King, mais c'est... Bon, faudrait que j'arrête de comparer, mais on peut pas faire autrement en fait quelque part. Mais c'est plus, je sais pas, c'est moins passionnant, je trouve. J'ai trouvé que c'était moins... en tout cas, on connaît le style de Stephen King, puis c'est sûr qu'on en lit, puis on en relit quand on l'aime, ça c'est certain. Mais Joe Hill, j'ai trouvé qu'il s'étalait beaucoup sur certaines actions, en fait, à certains moments. Et au bout d'un moment, ça devenait chiant, quoi. Enfin, j'ai trouvé que ça devenait un petit peu... vas-tu avancer, vas-y, go, en fait. Parce qu'on suit autant les personnages qui passent... Enfin, il y en a 2, je pense. Il y en a 1 ou 2, je me souviens plus. Qui passent du monde réel au monde fantastique. Et on suit aussi les personnages du monde fantastique. Donc des personnages qui sont un peu barrés, extrêmement noirs...
vraiment qui sont dans le mal total, enfin qui sont complètement barrés, quoi. Donc oui, intéressant, surtout au début. Je trouve que peut-être les 200-300 premières pages étaient vraiment chouettes, parce qu'on voit cette jeune fille qui effectivement traverse ce pont couvert et passe de l'autre côté, et on suit vraiment en fait son évolution à elle, parce que ça se déroule sur plusieurs années, il y a des temporalités complètement différentes, mais parce qu'elle vieillit en fait, elle vieillit à un moment donné. Autant à l'enfance elle passait sous le pont couvert de façon assez classique, et autant effectivement quand elle est devenue adulte c'est un petit peu plus compliqué en fait. Et on va suivre ces personnages-là, donc oui chouette, mais au bout d'un moment je vous dis, moi je décrochais quoi. C'était un petit peu trop long. Ensuite, j'ai lu en fait un roman qui a un certain succès. En fait, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. J'ai dû le lire en service de presse, je crois, en fait, emprunté à la librairie où j'ai travaillé un petit temps. Je travaille plus aujourd'hui. Et c'est Matilda Di Matteo, en fait, pour La Bonne Mère. Donc c'est à peu près 350 pages, un petit peu plus que 350 pages. Et c'est vraiment l'histoire d'une fille et de sa mère, en fait, la relation qu'elles ont toutes les deux. Style un petit peu éclaté, au niveau de l'écriture, au niveau du descriptif, au niveau de la façon que les personnages ont d'avancer en fait dans leurs intérieurs, parce que c'est vraiment ça. En fait, le roman commence où la jeune fille présente son mec à sa maman, et la maman perçoit pas du tout le gars, en fait, elle le sent pas du tout. Donc on va suivre en parallèle leurs deux histoires. Donc la mère habite à Marseille, la fille habite à Paris, et on voit la relation qu'elle a effectivement avec ce gars-là, qui est assez particulière en fait. Même si la jeune fille ne se rend pas compte, en fait, la mère, elle assiste de loin à tout ça, et elle a des fois envie de lever le flag et de l'avertir, mais elle peut pas parce qu'elle doit la laisser faire ses expériences. Donc c'est vraiment une histoire mère-fille assez intense, et surtout une histoire aussi de couple, parce que ça aussi, c'est extrêmement intense. Comme je vous dis, j'ai trouvé l'écriture en fait assez intéressante, parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire, je trouve. C'est pas extrêmement linéaire, etc. Puis c'est très intériorité, explication effectivement de qu'est-ce que la fille et la mère traversent au fur et à mesure qu'elles avancent effectivement dans la vie, et dans leur relation à l'une et l'autre. La mère qui est quand même assez dévouée, mais qui a sa propre vie aussi à vivre, donc qui peut pas non plus être tout le temps au service de sa fille, je dirais, au service, mais bon, comme on dit, l'adage dit être mère un jour, c'est être mère toujours. Donc elles ont une relation très particulière, et surtout la relation de couple de la fille fait qu'il y a un espèce d'éloignement qui se fait entre la mère et la fille. Mais c'est tendre quand même, c'est très lucide aussi, de la part des deux femmes d'ailleurs, parce qu'elles ont vraiment deux vies complètement séparées, mais qui se recoupent à un certain moment. Des pensées aussi qui vont l'une avec l'autre. Donc non, j'ai bien aimé ce roman-là, en fait, surtout pour le développement des personnages, leur psyché, la psychologie, et puis surtout ce que connaît la fille avec son gars, qui est comme vraiment intense, qui est particulier, enfin qui est quelque chose que personne ne devrait vivre d'ailleurs. Donc ça, il y a trigger warning, si jamais vous voulez aller là-dedans, en fait, renseignez-vous avant, si vous voulez pas lire ça. Mais c'est surtout la relation entre la mère et la fille qui est super intéressante, vraiment. Puis extrêmement bien développée, c'est très subtil et très doux, très tendre et très violent à la fois. C'est pour ça que ce roman-là m'a beaucoup intéressée, en fait. Vraiment. Ensuite, un roman que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, donc tant mieux, il est frais dans ma mémoire. L'autrice, c'est Laura Ridzen, j'essaye de le prononcer correctement, et c'est Les grues volent vers le sud. Ça fait à peu près 400 pages, c'est aux éditions La Peuplade. Et roman très particulier, super intéressant, assez étonnant de la part d'une femme d'écrire en fait sur ce sujet-là, parce qu'on va suivre en fait un vieux monsieur, qui s'appelle Beau, qui a 89 ans, qui vit seul dans sa maison avec son chien, et on va suivre en fait toute son évolution de vieux monsieur, en fait, où il est lucide au début, il est capable de se faire à manger, il est capable de s'occuper de lui, de s'occuper du chien, même s'il a 89 ans et qu'effectivement tout commence à grincer de plus en plus au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Et on voit la relation qu'il a avec son fils, qui reste quand même en arrière-plan, beaucoup de lui, et même s'ils ne s'entendent pas, le fils est quand même très présent. Et on suit, un peu sous forme de journal en fait, on suit l'évolution du vieux monsieur depuis son regard. Des fois on a le regard du fils de temps en temps, et on a aussi quelques petits, à chaque début de chapitre en fait il y a un petit paragraphe des personnes qui soignent le monsieur, un peu comme le modèle en France, parce que je pense que ça se passe en Suède, comme le modèle en France, où il y a des aides médicales en fait qui peuvent aider directement comme aide à domicile, donc à la maison, faire le ménage, la bouffe, etc. Donc à chaque début de chapitre, on a un espèce de petit laïus
qui dit Beau a bien mangé ou a mal dormi ou il est grognon, j'ai promené son chien, enfin genre de choses-là, qui est extrêmement dans la vie en fait, comme une espèce de petit topo que les aides à domicile se passeraient les uns avec les autres parce qu'ils sont plusieurs effectivement à se succéder dans cette maison-là. Mais ce qui est super intéressant, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'état d'esprit en fait de ce vieux monsieur. C'est super touchant en fait, parce que alors j'imagine que l'autrice a dû se baser sur un cas réel, parce que ça s'invente pas en fait tout ça, je trouve. La façon effectivement dont Beau perd de plus en plus la mémoire, la façon de se déplacer quand il se réveille le matin, il met peut-être 3 heures à se lever parce que il a des douleurs partout. Son chien aussi, auquel il est très attaché, et qu'à un moment donné il sera plus capable d'aller promener. Il y a plein de choses en fait. On voit effectivement la dégradation dans la vieillesse de façon tout à fait naturelle et progressive de ce Beau auquel on s'attache dès le départ. Il a quand même un caractère fort et affirmé, mais c'est sûr que le vieillissement lui à un moment donné le déstabilise quoi, parce qu'il est plus capable d'être qui il est en fait. Donc c'est super intéressant, c'est super bien écrit aussi, parce qu'on a vraiment envie de savoir jusqu'où va aller, même si on connaît l'issue, mais jusqu'où va aller effectivement le roman. Et elle a vraiment une façon d'en parler qui est très douce, très tendre et très respectueuse en fait, très naturelle aussi, enfin très comme si elle observait quelqu'un qui partait petit à petit effectivement de par son vieillissement, et de décrire petit à petit la déchéance quoi. Donc, mais c'est pas glauque, c'est pas hyper triste, c'est tout à fait logique en fait. Et ce Beau a une personnalité qui est extrêmement attachante, même si c'est une tête de con des fois, mais il est très attachant parce qu'on a envie de l'assister là-dedans, et on le sent très seul aussi. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là en fait. Si jamais ça vous dit, allez-y. C'est sûr que c'est quand même un sujet qui est quand même assez qui peut être douloureux pour certaines personnes. Moi, je sais que j'ai fait un drôle de parallèle parce que je vis avec ma maman en fait en ce moment, jusqu'à me trouver un appart à un moment donné. Et je vis avec ma maman qui a 84 ans, donc oui, les personnes âgées ne vivent pas au même rythme que nous, quoi. Même si je m'approche de la personne âgée, hein. Quand même pas trop longtemps que ça, mais presque. Mais c'est ça, une personne âgée a une façon différente de réagir aux choses. Il y a un rythme qui est complètement différent, un physique aussi qui est de plus en plus bancal. Donc tout ça, c'est comme pas évident. Mais je trouve que cette autrice-là a vraiment eu le don de décrire ce personnage-là avec, comme je vous dis, beaucoup de tendresse et beaucoup de respect en fait. Donc si jamais ça vous tente, allez-y. Ensuite, j'ai lu un roman assez flyé, je dirais, qui est Stéphane Gillieu, qui a écrit Ici tombent les filles. C'est un livre en fait extrêmement particulier parce que c'est donné comme un conte horrifique, ce qui est effectivement le cas. On va suivre une famille de 4, donc les parents et 4 enfants, donc 3 filles en premier et le fils en dernier. On voit leur départ en fait de la ville vers la campagne perdue au milieu de nulle part, dans une cabane qui est comme un héritage et qui est toute pétée au moment où ils arrivent, mais qu'ils vont pouvoir rénover. Et c'est un roman en fait un petit peu dystopique, un petit peu d'anticipation. Enfin, on ne sait pas trop en fait dans quelle époque on vit, mais on va suivre ces personnages-là. Et le roman est donné comme un conte horrifique parce que y a une espèce d'histoire un peu de sorcière qui arrive là-dedans, parce que les filles, tant qu'elles n'ont pas leurs règles, en fait, ne sont pas soumises à un espèce de rituel vraiment étrange, où soit elles disparaissent, soit elles sont livrées, en fait, j'allais dire en pâture à l'homme, disons, quasiment. Et en fait, ils ont fait 4 enfants parce qu'il y avait 3 filles au départ et qu'ils voulaient un fils. On va suivre principalement un personnage, donc une petite fille qui s'appelle Dag, qui elle en fait était née comme jumelle, mais le jumeau en fait malheureusement est décédé, d'où le fait qu'ils ont fait une fille derrière et un garçon. Alors le garçon il est suivi par le père, il est éduqué pour la chasse, pour plein de choses, alors que les filles elles font juste le ménage, préparent la bouffe, enfin c'est vraiment domesticité absolue quoi. Et elles ferment leur gueule et elles n'ont rien à dire, et il faut tout le temps qu'elles nettoient toutes les poussières et tout. Et la mère, en fait, est extrêmement mutique, elle dit pratiquement rien, elle réagit pas, elle fait juste son boulot de femme, en fait, de femme au foyer, je dirais. Le contexte aussi environnemental est très particulier parce qu'ils sont vraiment complètement isolés. Les enfants vont quand même à l'école dans le village, mais ils sont considérés, regardés de travers, enfin c'est pas Jojo quoi, sauf l'institutrice qui s'y intéresse quand même un petit peu. Donc on va suivre quand même ces 6 personnes-là, donc surtout le père et la mère qu'on a du mal à comprendre parce que, comme je vous dis, elle ferme sa gueule, quoi, donc c'est assez particulier. Tandis que les filles, effectivement, vont à un moment donné grandir, devenir des femmes, quoi.
Donc la sœur aînée, à un moment donné, a ses règles. Donc tout d'un coup, c'est génial parce que elle est initiée par le père à aller dans la forêt pour faire plein de choses, etc. Pour s'entraîner à des trucs et des bidules qui sont très très mystérieux, toujours basés sur une histoire d'aïeule sorcière. Donc il y a une espèce d'ésotérisme là-dedans qui embarque. Et on suit tout ça du regard de la deuxième, donc de Dag, qui elle comprend pas en fait. Elle est super fière du fait que sa sœur, ça y est, elle est partie pour se faire former et tout ça, mais la sœur à un moment donné ne revient pas. Donc Dag s'inquiète, elle comprend pas, elle pose à peine de questions parce qu'elle sait qu'elle va se faire ramasser, donc elle pose pas de questions, mais à un moment donné effectivement elle part. En fait elle décide de partir, qu'avant d'avoir ses règles, parce que c'est le point d'orgue au moment où les filles partent, où les filles sont formées à autre chose, avant d'avoir ses règles, elle décide de se barrer. Donc c'est vraiment du nature writing aussi, parce qu'on la voit évoluer dans un univers complètement sauvage, forêt, ruisseau, survie, etc. Donc c'est super intéressant. J'adore ce genre de roman-là, j'aime beaucoup. Et le fait que ce soit matiné d'ésotérisme et de trucs étranges et d'histoires un petit peu cachées et pas forcément expliquées, on a des éclaircissements quand même à la fin. Mais je trouve ça super intéressant. Mais on suit aussi cette petite fille qui a un caractère quand même assez fort, quoi. Surtout pour s'échapper de ce carcan-là et de partir en fait sans prévenir personne, de fuir cette ambiance-là et ce truc étrange avec de la violence en arrière-plan, avec des trucs vraiment malsains. Enfin, c'est pas chouette en fait ce qui se passe dans cette famille-là. Parce qu'il y a une espèce de croyance dans le maléfique, dans quelque chose qui se passe de génération en génération. Donc c'est assez violent en fait. Si vous avez un petit peu le cœur accroché, allez-y, mais c'est un petit peu déstabilisant aussi. La façon dont c'est décrit, la façon dont c'est écrit, c'est révoltant aussi, parce qu'on n'est plus du tout à cette époque-là où les femmes étaient considérées comme de la merde et comme des boniches. Donc on n'est plus rendu là, donc on a notre esprit du 21e siècle pour lire ce genre de roman-là. C'est super crispant, quoi. On n'a qu'une envie, c'est de tabasser le mec, et enfin bref, d'essayer de changer les choses et de bouleverser ça, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. L'écriture aussi est quand même assez chouette. Enfin, elle est quand même incisive. Elle est très précise. Elle est très, elle tape pas à côté. L'histoire peut être très claire ou peut être un petit peu confuse parce qu'on reste quand même dans le domaine du mystérieux et du maléfique et de l'étrange. Donc il y a ces deux aspects-là en fait qui peuvent entrer en compte dans ce roman-là. Mais c'est super chouette. Enfin, je veux dire, on a vraiment plaisir à suivre. Enfin, plaisir, tout est relatif, mais on est content en fait que Dag soit parti, parce que tout ce qui va se révéler au fur et à mesure, effectivement, qu'on avance dans le roman, c'est assez bouleversant en fait. C'est complètement fou, quoi. Donc ouais, une excellente lecture que j'ai faite. Ensuite, on passe sur un roman d'horreur. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai lu Le Postier. Et là, j'ai lu en fait Révélation. Je trouve que ces romans d'horreur sont foutus comme on regarderait un bon film d'horreur, en fait, avec plein de rebondissements, des personnages en fait très classiques, mais qui avancent effectivement dans l'horreur petit à petit. Et son horreur est quand même bien construite. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est Bentley Little. L'histoire assez classique en fait, mais qui bascule vite en fait dans le truc dégueulasse, gore. Décalé, avec le bien et le mal, avec un petit peu de fantaisie aussi, parce que en fait on va suivre encore une fois plusieurs personnages. Donc ça se passe aux États-Unis, dont un flic, enfin un shérif plutôt, qui va essayer de rectifier des situations qui commencent à être de pire en pire, parce qu'il y a 2 fermiers qui sont tués, des églises qui sont profanées, avec des messages en fait très étranges qui sont marqués sur les murs de l'église. Donc ça commence comme ça en fait, ça commence vraiment comme ça, et ça va crescendo. Donc c'est bien foutu, c'est haletant, enfin, ça fout la trouille, parce qu'il y a quand même des descriptifs qui sont assez salés. Puis je vous dis, l'horreur est au petit poil, le gore est parfait, les personnages sont hyper attachants, parce qu'en plus on suit un autre couple aussi en parallèle où la femme est enceinte, et on sait petit à petit dans le roman que les femmes enceintes dans ce village-là ont donné naissance à des enfants mort-nés. Donc le couple en fait commence à avoir la trouille. Puis c'est ça, donc il y a plein de situations de vie qui se mêlent à des situations d'horreur. Et c'est, comme je vous dis, c'est vraiment extrêmement bien foutu. L'écriture aussi est super fluide. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la traduction, mais ça suit son petit bonhomme de chemin impeccable. Et les chapitres s'enchaînent les uns après les autres de façon très page-turner. Donc c'est vraiment le fun. Puis je vous dis, effectivement, l'écriture, ces sujets sont intéressants, je trouve. C'est à l'ancienne, hein, parce que c'est dans la collection Pocket Terror, donc c'est des années 80-90. Mais je trouve j'adore. Enfin, lui, au niveau histoire, en fait, il se pose là, au niveau horreur, j'adore.
J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Vraiment bien aimé. Si vous aimez ce genre-là, je pense que ça devrait être un style qui devrait vous plaire, quoi. Puis ensuite, on termine par 2 coups de cœur, en fait. Donc un oui, et puis un oui à fond la caisse. Puis vous n'allez pas être surpris de l'autrice. Mais le premier d'abord, c'est une autrice que j'ai découverte, en fait, qui s'appelle Laure Rollier, qui a écrit Ligne rouge. Un roman très humain et très policier aussi. Parce que en fait, c'est donné comme un thriller psychologique. On va suivre 2 personnages. On va suivre Niels et Jennifer. Bon, ça se passe en France quand même, donc c'est ça qui est chouette aussi avec ce genre de roman-là. C'est pas aux États-Unis, ça se passe dans les Landes, en fait. Et on va suivre Niels, qui est donc sapeur-pompier, qui fait des cauchemars par rapport à ce qui lui est arrivé, parce qu'il a eu une action, effectivement, en tant que pompier, qui l'a complètement bouleversé. Donc il vit avec ça. Et on va suivre Jennifer, qui est boulangère, en fait, dans le village dans lequel ils sont l'un et l'autre, et qui, elle, reçoit des messages, en fait, un petit peu inquiétants d'un messager qui s'appelle Ligne rouge, et qui fait ressurgir, effectivement, le passé de cette fille-là. Et le parallèle, en fait, entre les 2 personnages, c'est que lui va, petit à petit, se retrouver imbriqué dans l'histoire. Donc c'est passionnant, les personnages sont super attachants. Le lieu aussi dans lequel ils vivent tous les deux, c'est vraiment un petit village perdu au milieu de nulle part, donc ça donne toujours des quiproquos et des espionnages de voisins, etc. Donc c'est toujours intéressant. Mais on suit vraiment effectivement l'évolution de ces 2 personnages-là, parce qu'ils sont bousculés à un moment donné par quelque chose de très précis. Et il y a des petits rebondissements, il y a des petites révélations au fur et à mesure qui nous laissent vraiment... qui nous donne vraiment envie de tourner chaque page. Donc c'est ça qui est super intéressant. C'est pas très classique en fait comme façon d'avancer dans l'intrigue, parce que c'est comme thriller psychologique. Donc il y a beaucoup de réflexions effectivement par rapport à comment les personnages pensent, réagissent, la trouille, l'angoisse, tout ce que ça provoque à l'intérieur de eux, tout ce que ça peut leur faire secouer effectivement par rapport à la mémoire, par rapport à ce dont ils se souviennent, etc. Et ils ont un lien, effectivement, l'un et l'autre, évidemment. Enfin, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont se croiser et essayer d'avancer ensemble. C'est vraiment une histoire qu'on veut suivre, des personnages qu'on veut comprendre, des personnages vers lesquels on veut rester accroché, parce qu'on se demande vraiment ce qui se passe. Puis c'est pas des souvenirs, en fait, très classiques, parce que c'est quand même des choses qui sont extrêmement souffrantes. Donc c'est ça aussi qui rend le roman intéressant. Si ça avait été Petite fleur bleue et on s'aime et je sais pas quoi, ça aurait été, enfin, lisez des romances donc, chose que je ne fais pas. Mais là c'est vraiment un côté psychologique très, très prononcé. Donc ils ont eu des histoires dans leur vie qui font qu'ils sont à essayer de comprendre des choses et des bidules finalement, dont je ne vous donnerai pas la teneur, parce qu'en fait, la fin est surprenante. Enfin, moi, je suis restée sur le cul, en fait. Même si je soupçonnais petit à petit quelque chose, mais il y a quelque chose à un moment donné qui se met en branle et on se dit, oh là là, d'accord, ok, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, donc c'est là où le roman, effectivement, fait une espèce de boucle bouclée par rapport à tout ce qui a été mis en place. Donc c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Vraiment super. Puis l'écriture est chouette, l'avancée des personnages, la psychologie développée, c'est pas tordu tant que ça, c'est quand même dans la vie, donc c'est ça qui est chouette aussi. Et comme je vous dis, on s'attache aux 2 personnages, on veut vraiment savoir ce qui leur est arrivé, on veut savoir c'est qui, ce messager ligne rouge, pourquoi il intervient effectivement tout d'un coup dans leur vie, enfin dans la vie surtout de Jennifer. Puis c'est ça. Donc non, c'est un roman que je vous conseille si vous aimez quelque chose de lourd, quelque chose d'assez intense aussi, qui peut nous emmener loin en fait dans la compréhension et dans l'appréhension de la vie de ces 2 personnages-là, quoi. Donc vraiment, vraiment chouette, vraiment super intéressant. Et mon coup de cœur, effectivement, que j'ai lu, je pense, au mois d'avril ou au mois de mai, je me souviens plus trop. C'est une autrice que j'adore. Elle a le don, en fait, d'écrire de façon très violente et sur des sujets complètement flyés, enfin complètement bouleversants, honnêtement. C'est Sandrine Colette, en fait, pour Nœud d'acier. Alors c'est un petit roman qui est assez court, ça fait 250 pages, 200, peut-être 260 pages. Et là, en fait, elle a décidé d'écrire sur un truc qui est complètement farfelu. Donc on suit un type qui s'appelle Théo, qui sort de prison. On va le suivre effectivement au début, dans les premières pages. On le voit sortir de là et vouloir en fait essayer de reconstruire sa vie. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, on comprend qu'il y a peut-être un meurtre, mais on ne sait pas exactement pourquoi il était en prison. On le découvrira. Mais c'est ça, il veut partir en fait dans la nature, essayer de se retrouver, enfin d'essayer de se nettoyer à l'intérieur. Et du coup, il se retrouve dans un B&B quelconque, en fait, perdu au fin fond de je sais plus d'où, là, dans une campagne assez désertique, mais très montagneuse.
et il décide effectivement de faire des grandes randonnées. Donc il est accueilli par une femme qui est extrêmement gentille, qui est aux petits oignons pour lui, il peut manger le soir, enfin, etc. quand il revient. Et il fait des randonnées petit à petit. Alors ça ne dure pas très longtemps, je veux dire, les randonnées ne sont pas décrites par le menu, bien évidemment. Mais c'est quand même pour placer effectivement le personnage et son contexte. Donc ça, Sandrine Colette, elle sait très bien faire. Puis à un moment donné, en fait, il n'y a pas de secret là-dedans, on arrive vite à ce moment-là. Ils découvrent en fait à un endroit une vieille ferme toute pourrie où ils voient deux vieux en fait en train de s'engueuler. Le chapitre d'après, en fait, il se rend compte qu'il a été emprisonné par ces deux gars-là. Donc on va suivre son parcours. Enfin son parcours. Il bouge pas, c'est un huis clos absolument effrayant parce que les deux vieux sont frappés, sont complètement tarés. Et ils lui font faire plein de tâches complètement très domestiques, très n'importe quoi. Et on suit la progression psychologique de ce Théo, emprisonné par ces deux gars-là, dans un contexte extrêmement violent, extrêmement pourri. On ne sait pas s'il va s'en sortir, et on appréhende petit à petit effectivement les caractères des deux vieux. On ne sait pas pourquoi ils emprisonnent ce gars-là. On se rend compte que, il y a tout un historique qui se met en place. Théo, il essaye de survivre par rapport à tout ça. Donc évidemment, les deux vieux, la femme, il est enfermé dans une cave sans lumière. Enfin, c'est génial. Enfin, je veux dire, ce qui est génial avec Sandrine Colette, c'est que la psychologie du personnage qui est, notamment celui-là, donc ce Théo, qui est emprisonné, il n'y a quasiment pas d'espoir, quoi. Il n'y a pas d'espoir, mais son personnage s'attache quand même à des choses. Il survit. En fait, il est en état total de je survis, j'essaye de penser à rien. Est-ce que je peux m'échapper? De quelle façon je peux le faire? Il construit des plans. Il est dans une action qui est extrêmement statique. On sait pas si, comme je vous dis, on ne sait pas du tout s'il va s'en sortir. On ne sait pas si le but du roman, c'est que ce gars-là puisse sortir de cet emprisonnement. Et on est dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien tourné. Sa psychologie, au fur et à mesure, dégringole, devient de plus en plus bouffée par l'attitude des deux vieux, parce qu'il n'y reste pas deux jours, quoi. Ça dure un moment, en fait, son emprisonnement. Donc il y a toute une évolution de son personnage qui est... c'est fascinant, quoi. C'est crispant, je veux dire. Moi, j'avais le bide serré tout au long du roman, quoi, en fait. Elle a le don au niveau psychologie des personnages, de développer quelque chose de fou, quoi. Même si les deux vieux sont pas forcément très développés, mais on les connaît par leurs actions, en fait. Et c'est des actions qui sont... c'est complètement débile, quoi. Enfin, c'est complètement fou. On se demande pourquoi est-ce qu'effectivement... Théo se retrouve aussi emprisonné chez ces deux personnes-là. Enfin bref, mais c'est génial. Enfin moi j'ai trouvé ça génial. Je continuerai à en lire des Sandrine Colette parce que souvent elle a des thèmes très violents et très pointus, très incisifs. Mais dans le descriptif, elle reste quand même dans la normalité. Donc on y croit. On croit au fait qu'il y ait deux vieux complètement frappés qui enferment un type et qui lui demandent d'aller faire telle ou telle chose effectivement dans le jardin ou de leur préparer à bouffer. En fait, il est devenu leur esclave, quoi. Donc c'est comme normal en fait de lire ce genre de choses-là et de se dire ça existe, quoi. Donc elle a ce don-là, je trouve, de décrire des situations complètement en décalé et qu'on y croit, quoi. Donc ouais, non, c'est un roman que je vous conseille. Bon, c'est sûr qu'il faut encore une fois cœur accroché, blablabla, c'est certain, parce que c'est extrêmement violent. Mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup, parce que je vous dis, on navigue vraiment au fur et à mesure de la lecture entre l'espoir et on a envie d'abandonner, quoi. On a envie de se laisser aller, de mourir, en fait. Donc c'est comme, oh la vache. Non, c'est génial, c'est vraiment génial, génial. C'est un excellent roman. Je pense que je vais effectivement continuer à lire cette autrice-là, j'adore. Donc voilà pour cet avis lecture un petit peu long, je m'excuse, j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc vous voyez, il y a un petit peu de tout, un petit peu du policier, du thriller psychologique, il y a de l'horreur évidemment, parce que moi c'est quand même un de mes thèmes favoris. N'hésitez pas en commentaire à me dire c'est quoi votre dernier coup de cœur, effectivement, peut-être des 6 derniers mois, ou de me conseiller d'autres romans policiers. Les policiers j'aime beaucoup, effectivement, plus thriller, j'aime beaucoup le policier noir de toute façon. Puis l'horreur aussi, si vous avez quelques petites idées d'horreur, allez-y, n'hésitez pas à m'en donner. Puis c'est ça. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, puis je vous dis à très bientôt. Salut!